suis très ravie aujourd'hui de vous recevoir dans ce workshop qui va durer 1 heure, donc de 9 heures à 10 heures. Sachant que durant les 10 dernières minutes, je serai ouverte à vos questions. Il y a un petit débat, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'est ma 8e, enfin, c'est la 8e édition donc, du salon Rieda. Moi, je pense que c'est ma 4e participation à ce salon. Et je suis à chaque fois très ravie de partager donc, des connaissances à propos d'un sujet d'actualité, comme notamment la communication efficace en période de crise. Moi, je vais parler de la communication parce que c'est mon domaine d'expertise. Et pourquoi pas aussi la communication efficace en cette période on ne va pas se cacher, aujourd'hui on passe par une période de crise sanitaire qui a eu aussi des impacts négatifs et peut-être parfois positifs aussi sur d'autres secteurs. On a aussi une crise financière, une crise économique, une crise sociale. Donc comment on va communiquer en cette période? Surtout, je vais insister sur la communication dans les entreprises. Donc, si je vois mes coordonnées avant de commencer, au cas où vous avez besoin de moi, n'hésitez pas pour un conseil, pour un accompagnement. Donc, n'hésitez pas, je suis Sane Balroumi, donc voici mes coordonnées. Alors, durant cette petite heure, ce que je vous propose donc comme point, on va dire focus, qu'on va voir ensemble, c'est essentiellement 2 grands axes, et c'est la crise. On va comprendre ce que c'est une crise, sa définition, c'est quoi le défi d'une crise et les enjeux, mais également, on va parler de la communication en période de crise, bien évidemment, donc quelles sont la démarche d'une communication efficace en période de crise et quelles sont aussi les composantes de cette communication. Donc ça, c'est les 2 grands points qu'on va voir ensemble durant cette petite heure. On va commencer par la crise. Ce que c'est la crise? Pour vous, j'ai cherché quelques définitions, donc un peu de théorie, juste pour comprendre ce que c'est la crise, et c'est important. Alors, Michel Serres, il définit la crise comme un passage entre l'ordre et le désordre. Ça, il faut le reconnaître. On va prendre toujours comme contexte aujourd'hui la crise sanitaire. Hein. Donc, quand cette crise, l'avènement de cette crise, il a fait un passage dans nos vies, dans nos entreprises, dans notre quotidien, d'un état ordonné, c'est-à-dire l'ordre, c'est le rituel, c'est que ce sont nos habitudes, on s'est habitué à certaines choses, et d'un seul coup, on a basculé vers un désordre. Quand on parle de télétravail, quand on parle de confinement, quand on parle, on ne va plus à l'école, quand on parle de téléenseignement, tout ça, c'est le désordre. Une autre définition donc, de la crise, Michel Ondrizek, il a défini une crise, elle va générer le doute, la suspicion quant à la réalité et au devenir du danger. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, quand il y a cette crise sanitaire, on est tous du simple citoyen jusqu'à l'entrepreneur, jusqu'au manager, jusqu'au politicien, on est tous dans le doute, on ne sait plus ce qui nous attend. On ne connaît pas l'avenir. Donc, c'est ça le problème d'une crise, c'est qu'on va évoluer dans un environnement plein de doutes, c'est l'incertitude. C'est le brouillard. On ne comprend plus, on ne sait plus à quoi on va s'attendre. Donc, le lendemain, on ne le connaît pas. Donc, c'est ça le problème d'une crise, c'est qu'on était dans l'ordre, on était plus ou moins, bon, il n'y a jamais de certitude, hein, mais plus ou moins dans un environnement qu'on maîtrise les facteurs de l'environnement, et du jour au lendemain, donc il y a ce changement subi, donc subitement, il y a un changement, et on ignore, donc on a du mal à prédire l'avenir. Edgar Morin, il parle de la crise en soulignant que c'est le moment où, en même temps qu'une perturbation, surgissent les incertitudes. Donc, pourquoi ces définitions? Je vous ai mis en gras le désordre, le doute, la suspicion, la perturbation, les incertitudes. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, en tant que manager, en tant qu'entrepreneur, nous-mêmes, dans notre quotidien, on n'est plus dans notre zone de confort. Hein. Il faut reconnaître qu'on est là, dans une crise, on va avancer dans l'incertitude.
Ça veut dire quoi l'incertitude? On ne sait plus quel chemin prendre. Il y a tellement de chemins. La prise de décision, on a du mal à prendre des décisions parce qu'on ne connaît pas les retombées de cette décision, parce qu'on ne connaît pas notre avenir, on ne sait pas quels sont les impacts aujourd'hui. Si on suit un peu cette crise sanitaire, on ne sait plus de quoi est fait le lendemain. On a du mal à prendre des décisions, même dans nos vies, on a du mal même à programmer les vacances. Donc, on est tout le temps dans l'incertitude. Un manager, aujourd'hui, il a du mal parce que l'environnement, il est incertain. Non seulement notre environnement national, mais aussi international. On avance aujourd'hui dans l'incertitude, mais aussi parmi donc, les spécificités d'une crise, c'est le désordre total. Hein. Donc, là, c'est une image c'est une métaphore. Donc, le désordre, alors vous voyez, donc c'est pierre bien ordonnée, mais du jour au lendemain, c'est le désordre. Et le défi dans une entreprise, c'est qu'il faut avancer dans ce désordre-là, parce qu'on ne peut pas quand même rester les bras croisés. Aujourd'hui, dans une entreprise, bien évidemment, il faut travailler, il faut avancer, il faut être productif, mais c'est plus comme avant. Donc là, on nous demande d'avancer, d'enseigner, d'étudier, de prendre des décisions, de planifier carrément, mais ça, c'est dans le désordre total. Je passe ici, aujourd'hui aussi la crise, on avance dans l'insécurité. Le problème de la crise sanitaire, la crise du Covid, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'elle a touché notre sécurité. Quand je parle de la sécurité, parce que je parle de la santé. Donc, c'est une crise sanitaire qui a touché la santé. La santé n'est pas plus chère que la santé parce que c'est un besoin vital de la santé. Aujourd'hui, on parle de vie ou de mort quand on parle de maladie. Donc, aujourd'hui, non seulement un manager, il est là, il doit manager, gérer des personnes dans cet environnement incertain, dans le désordre, mais aussi gérer des personnes qui ont peur. Aujourd'hui, on a peur de l'avenir, on a peur pour nous, on a peur pour nos proches, parce que notre sécurité, elle a été touchée. Et quand on touche la sécurité, je vous rappelle rapidement la pyramide d'Abraham Maslow, quand il parle des besoins, parmi nos besoins primaires, les besoins physiologiques de survie, il y a les besoins de sécurité. Et quand on touche la base de cette pyramide, la personne est complètement troublée, elle est désorientée. Et aujourd'hui également, parmi le défi de la crise, c'est que non seulement donc, on doit prendre des décisions dans cette incertitude, dans le désordre, dans l'insécurité, mais également dans le doute. Le doute, c'est-à-dire grande question, on ne sait pas le lendemain de quoi il est fait. D'ailleurs, j'ai choisi cette image où on voit des nuages, le ciel n'est pas très clair, parce qu'il n'y a pas de visibilité. On ne voit pas de visibilité. Et généralement, quand on parle de crise, on peut pas, on doit parler des militaires. Les militaires, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vivent une crise au quotidien. Les militaires, ils disent c'est le terrain qui parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décisions se font en marchant. Aujourd'hui, les managers dans l'entreprise, c'est en marchant qu'ils découvrent, c'est au jour le jour. La découverte de l'évolution de cette crise sanitaire, chaque jour, on suit les informations, on suit les scientifiques, chaque jour, on suit le journal télévisé, chaque jour, on suit les chiffres, les statistiques de nombre de morts, de nombre de contaminés, et on ne sait pas, c'est une gestion au jour le jour. Et tout ça, bien évidemment, j'ai rajouté donc le facteur temps, parce que tout ça, il doit se faire en un minimum de temps. Il y a toujours l'urgence. Dans la crise, il y a l'urgence. Il faut prendre des décisions rapidement. Dans une entreprise, quand il y a une crise, il faut agir rapidement. Le facteur temps, il est très, très important, parce que ce qu'on dit, c'est qu'en crise, une heure, elle peut compter pour des jours. Donc, le facteur temps, il est très important, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de crise, là, on est en train de gérer l'urgence. Quels sont les enjeux aujourd'hui? Je prends toujours l'exemple d'une entreprise. C'est ça le contexte. C'est qu'aujourd'hui, l'enjeu pour une entreprise, c'est des enjeux vitaux. Il s'agit de vie ou de mort. Il y a la vie de l'entreprise, carrément, de l'organisation, de l'institution. C'est la vie de l'organisation carrément qui est en jeu. Et malheureusement, on a vu des entreprises qui ont disparu. Elles ont failli parce qu'elles n'ont pas pu gérer cette crise ou parce qu'elle était fragile aussi financièrement et elles n'ont pas pu résister à cette crise sanitaire. Donc aujourd'hui, les entreprises qui sont en train de survivre à cette crise et le principal enjeu de cette crise sanitaire, c'est la vie
carrément de l'entreprise. Quand on parle de vie d'entreprise, l'entreprise, ce n'est pas que le capital matériel, ce n'est pas que de l'argent, mais c'est essentiellement aussi un capital humain. Capital humain, donc aussi, c'est l'avenir des personnes qui travaillent carrément dans l'entreprise. C'est le personnel, c'est les membres, donc les personnes qu'on trouve dans l'entreprise et dont l'avenir il devient incertain. D'ailleurs, on a vu une grande vague de licenciements, de chômage technique, d'arrêt de travail, parce que aussi l'entreprise, elle avait du mal à faire face à cette crise. Donc, dans l'entreprise aujourd'hui, elle a un double enjeu. Il y a d'autres enjeux, attention, hein, donc là, il y a d'autres bulles, mais les principaux enjeux, c'est la vie et la pérennité de l'entreprise, mais également, c'est la vie et l'avenir de ces personnes-là. Donc, jusque-là, ça veut dire que la crise, c'est jamais agréable. La crise, le problème de la crise qu'on vit aujourd'hui, c'est que c'est une crise qui est externe, hein, qui n'a pas émané de l'entreprise en elle-même. C'est l'environnement, donc c'est à la limite, on parle même pas de crise aujourd'hui, on parle d'hypercrise qui frôle carrément la catastrophe. Et aujourd'hui, l'entreprise, elle doit se protéger dans cet environnement, elle doit faire face à cette crise pour préserver sa vie, mais aussi la vie de ses employés, de ses membres, de son personnel. Et bien évidemment, dans ce contexte-là, moi, ce qui m'intéresse, on est là pour parler de la communication en cette période de crise. Comment l'entreprise, elle est censée communiquer en période de crise. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde entier, les entreprises, les politiciens, les décideurs se sont rendus compte de l'importance de la crise, de la communication, pardon, en période de crise, bien évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est rendu compte à quel point, quand on communique bien, ça ne veut pas dire qu'on va résoudre cette crise, ça ne veut pas dire qu'on va trouver un vaccin, ça ne veut pas dire qu'on va sauver du monde. Mais quand on communique de manière efficace en cette période de crise, une bonne communication, le choix des mots carrément, il peut atténuer, on va dire, hein, il va apaiser les retombées néfastes de cette crise sur l'entreprise. Tout comme inversement, une communication, une mauvaise communication, elle peut enflammer, elle peut renforcer la crise que vivent aujourd'hui les entreprises. Donc, et là, j'arrive à la communication de crise. La communication de crise, elle se définit comme l'art de communiquer dans cet environnement que j'ai déjà donc décrit, d'incertain, le désordre, l'insécurité. Donc, comment je communique en cet environnement qui est incertain, qui est en désordre? Comment communiquer avec des personnes qui ont peur? Comment communiquer avec des personnes qui sont désorientées? Comment communiquer avec des personnes qui sont en train de perdre toute motivation? Comment communiquer avec des personnes qui n'ont aucune visibilité, qui ont peur pour elles, pour leur famille, pour leurs enfants, pour leurs proches, qui ont peur pour leur avenir? Parce que, comme j'ai montré tout à l'heure, donc l'image du nuage, parce qu'on avance dans le brouillard aujourd'hui. Il y a plus ou moins zéro visibilité. Comment communiquer avec ces personnes-là pour, j'ai souligné, limiter les effets néfastes de la crise? On ne va pas les faire disparaître, d'accord, mais on va juste les atténuer et les limiter. Donc, de la crise, il y a à entretenir surtout une image positive de l'entreprise, parce que quand on le veut ou non aujourd'hui, la pérennité de l'entreprise, la vie de l'entreprise, elle dépend également de sa réputation, de son image positive. C'est important aujourd'hui que toute institution, que toute organisation, que toute entreprise, elle a une image positive et elle soigne sa réputation parce que c'est un facteur de succès, bien évidemment, mais c'est aussi un facteur qui lui permet de rester sur le marché, donc qui lui permet la pérennité. Aujourd'hui, la communication, elle se définit, la communication de crise, elle se définit comme un levier majeur de gestion de crise. Aujourd'hui, on peut gérer les crises et dans la gestion de crise, il y a un facteur fondamental, c'est la communication de crise. On ne peut pas gérer une crise sans communiquer autour des décisions prises, autour des risques de cette crise sur l'entreprise, et ainsi de suite. Donc, la communication, c'est une base dans la gestion de crise, c'est un pilier. Et attention, il y a certaines entreprises qui décident de ne rien dire. Allez, tiens, voilà, il y a la crise, moi je ne dis rien.
Je compte licencier des personnes, mais je ne vais rien dire. On a un problème financier dans notre entreprise, mais on ne dit rien. Ça ne sert à rien de le dire. Donc, attention, il faut savoir, je m'adresse à tous les managers, à les décideurs, que ne rien dire, c'est une communication. Ça veut dire que votre silence, c'est une forme de communication. Parce que j'ai souligné juste après qu'un silence, il va laisser la liberté au personnel de l'entreprise de lancer des rumeurs, même aux partenaires aussi de l'entreprise, même aux acteurs externes. Donc, le manque d'information ou bien l'absence d'information, il va laisser libre cours aux rumeurs. J'ai souligné l'absence d'information, mais je n'ai pas dit l'absence de communication. Parce qu'on ne peut pas parler d'absence de communication, parce que dans tous les cas, on communique. Parce que quand il n'y a pas d'information, on ne divulgue pas d'information, on n'informe pas notre personnel des décisions prises ou des risques encourus, on a communiqué. Ce silence, c'est une forme de communication. Et là, faites attention, s'il vous plaît. Quand il n'y a pas d'information, mettez-vous à la place de votre personnel, de votre capital humain qui est déjà dans l'incertitude, qui est dans le désordre, qui est désorienté, qui ne sait plus quoi faire, qui n'a pas de visibilité. Ajoutez à tout ça, il y a un problème de communication, il y a un manque d'information, il y a une communication inefficace au sein même de l'entreprise. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous allez renforcer le sentiment d'insécurité, vous allez renforcer le sentiment de déstabilisation, le personnel va être de plus en plus désorienté et bien évidemment, il va lancer des rumeurs, des mensonges, il va inventer les informations, il va combler le vide d'informations. Pour communiquer, je vais vous parler du cerveau humain, parce que dans une entreprise, on va communiquer avec des personnes. Et ces personnes, elles ont un cerveau, bien évidemment, et heureusement. Et pour pouvoir communiquer, je vous invite à comprendre comment l'être humain fonctionne pour pouvoir quelle communication choisir, pour pouvoir adapter votre communication. Et ça, c'est une image que vous trouvez sur Internet, ce n'est pas mienne, et c'est pour décrire la théorie du cerveau très unique du neurologue, professeur Paul MacLean. Professeur américain. Vous pouvez faire plus de recherches si ça vous intéresse. Mais juste, je vous explique un peu. Je vais reprendre un peu donc, cette théorie comme présentée par Paul MacLean. L'humain, il a 3 parties dans son cerveau. Moi, j'appelle ça 3 étages, 3 niveaux. Et la première partie de notre cerveau, c'est la partie la plus ancienne, c'est le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est ce qu'on a en commun avec les animaux. Hein. Donc, les animaux, ils possèdent ce cerveau. C'est un cerveau qu'on appelle aussi le cerveau instinctif. Alors, comme les êtres humains, ce qu'on a en commun, c'est un besoin, comme je l'ai souligné tout à l'heure, et comme l'a déjà souligné Abraham Maslow dans sa pyramide des besoins, c'est le besoin de survie. L'être humain, tout comme un chat, tout comme un chien, tout comme un animal, notre premier besoin, c'est de survivre. Et c'est naturel. Et donc, pour survivre, on a aussi un besoin de sécurité. L'être humain, il a toujours peur. La première émotion, d'ailleurs, notre première émotion, c'est la peur. On a peur de l'avenir. On a peur pour notre avenir. On a peur pour notre situation. On a peur pour notre santé aussi. On a peur pour nos proches. On a peur pour notre situation dans l'entreprise. Est-ce que je vais garder ma place ou pas? Donc là, l'être humain, excusez-moi, on a besoin de sécurité et de survie. Donc ça, c'est important à comprendre qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, le besoin primaire de nos employés, de nos collaborateurs, de nos partenaires, c'est la sécurité. Ce n'est pas par hasard, hein? C'est pas par hasard, parce que notre premier cerveau, il a comme besoin la sécurité. Et d'ailleurs, vous pouvez observer, je vous donne l'exemple d'un chat qui va traverser la route. Il n'est jamais à l'école, attention à un chat, mais il a ce besoin donc, de survie, il a cet instinct de regarder à droite et à gauche, parce qu'il a peur de mourir, tout comme nous, êtres humains.
Tout comme nous, êtres humains, aujourd'hui, notre premier besoin, on est toujours, on se protège, on a peur pour notre santé, pour la santé de nos proches, pour notre position dans l'entreprise. Donc, le premier besoin de l'être humain, c'est la sécurité. Ça, c'est important à comprendre dans une communication. Donc, dans ma communication, ce que je dois comprendre, quand je vais communiquer avec mes collaborateurs en cette période de crise, je dois composer avec ce besoin. Je dois savoir que mes collaborateurs, ils ont besoin de sécurité. Donc, dans ma communication, je dois premièrement les rassurer. Et je vais développer ce point juste après. Ensuite, maintenant, si ce besoin il est satisfait, et je dis bien si ce besoin il est satisfait, l'information elle va monter vers le deuxième niveau du cerveau, c'est ce qu'on appelle le cerveau limbique. Et c'est le cerveau qui est responsable des émotions. Il a une mémoire sur le long terme, c'est la mémoire qui gère les émotions. Et ce cerveau, excusez-moi, il a besoin de plaisir. Donc, vous voyez, l'être humain, mes collaborateurs aujourd'hui, dans ma communication, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être rassurés, rassurer leur cerveau est reptilien. Mais ensuite, je peux toucher leurs émotions. Le deuxième cerveau, il est émotif. Il est dans l'émotion. Je peux toucher ici leur émotion. Et on va voir les émotions. Je peux toucher, donc provoquer chez eux du plaisir, tout comme aussi je peux toucher la peur. En citant par exemple le risque de cette crise. Je peux légèrement leur faire peur et faire toucher leur cerveau limbique. La dernière partie du cerveau, c'est ce qu'on appelle le néocortex. Attention, ces deux premières parties du cerveau, donc le cerveau reptilien et le cerveau limbique, c'est ce que on a en commun avec les animaux et notamment les mammifères. Les mammifères, ils possèdent le cerveau limbique. Le néocortex, c'est le cerveau spécifique à l'humain. Donc, uniquement, l'humain, il a ce cerveau néocortex et qui est responsable de la réflexion, du raisonnement, de traitement de l'information. C'est lui qui est responsable de la résolution de problèmes, de la prise de décision. Il comprend le langage, il peut déchiffrer un message. C'est tout simplement le cerveau intelligent. Donc, pourquoi je vous parle de la théorie du cerveau unique? C'est pour vous montrer que dans notre communication, c'est très important et c'est primordial de respecter les trois parties du cerveau. Un communicateur efficace, c'est une personne qui va articuler sa communication autour de ces trois niveaux. Ça veut dire quoi? Il faut choisir un message qui va toucher le cerveau reptilien. Je commence par ça, hein. C'est dans l'ordre. Je commence par un message qui touche le cerveau reptilien. Ensuite, je donne un message qui touche le cerveau limbique. Et je finis par un message qui touche le cerveau intelligent. Je vais vous donner des exemples. Alors, dans une communication de crise, bien évidemment, mon message, il doit toucher les trois parties du cerveau, que je vais développer juste après, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, le cerveau reptilien, il a besoin d'être rassuré, le cerveau limbique, il a besoin d'émotions, et enfin, je m'adresse au cerveau rationnel qui est capable de réfléchir et de comprendre mon message. Mais mon message dans une communication efficace, les composantes dans la communication générale, hein, mais aussi principalement dans la communication de crise, il y a le quoi. Ça veut dire quel est le contenu de mon message. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis en période de crise aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais dire? Quel est le contenu de mon message? Mais ça de un. Deuxièmement, qui? C'est-à-dire qui va prendre la parole? Qui dans l'entreprise il est censé communiquer? Donc le quoi, le contenu du message. Le qui est censé communiquer. Donc là, c'est l'acteur ou bien les personnes responsables dans la communication. Pourquoi on doit communiquer? Pour quelles raisons je vais communiquer? Pour qui? Ça veut dire que ma communication, elle s'adresse à qui? Quand communiquer? Quel est le moment idéal pour communiquer? Et au final, comment on va communiquer? Donc, on va développer tout ça ensemble.
Je commence par le quoi, le contenu du message. Et ça, je vais appeler un message en faire. Faire, F-E-R. Alors, F comme factuel, donc des arguments factuels. Factuel, ça vient de fait, F-A-I-T. E comme émotion, donc les arguments émotionnels. R comme la raison, bien les arguments rationnels. Et vous voyez, donc là, on a trois parties, trois types d'arguments. Trois types d'arguments, ça vous rappelle, j'espère, les trois parties du cerveau. On a la première partie du cerveau, le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, il a besoin d'une communication factuelle, d'arguments basés sur les faits. Une fois je présente mes arguments qui sont basés sur des faits, je passe à des arguments émotionnels qui vont toucher l'émotion. Et enfin, je évoque des arguments qui vont toucher la troisième partie du cerveau, c'est les arguments rationnels. Donc, c'est important pour une communication efficace de respecter cet ordre. C'est très important parce que c'est de cette manière-là qu'on va respecter les trois parties du cerveau et que je vais tout simplement respecter les besoins de mes collaborateurs parce que j'ai déjà compris comment ils fonctionnent. Je sais comment fonctionne leur cerveau. Et donc là, je comprends quel message est adapté à chaque partie de leur cerveau. C'est ça une communication efficace. Une communication efficace, c'est une communication qui va s'articuler autour de trois types d'arguments. Des arguments factuels, je touche la première partie du cerveau, le cerveau reptilien, hop, c'est bon, ils sont rassurés, j'ai touché la sécurité. Ensuite, je présente des arguments dans l'émotion, on va les voir ensemble. Je touche le cerveau limbique et hop, je passe à la troisième partie du cerveau, je finis par ça, c'est les arguments rationnels. On va les développer maintenant. Les arguments factuels, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, dans l'entreprise, je vais prendre l'exemple. Je vais prendre un exemple, on a besoin de leur dire quand même, de les sensibiliser à l'importance du respect du protocole sanitaire. Imaginons. Donc aujourd'hui, on a besoin quand même que les gens en travaillant, ils portent un masque, qu'il y a la distanciation sociale, qu'ils passent au télétravail. Imaginez si je viens à mes collaborateurs et je leur dis, alors, à partir de demain, on passe au télétravail. Voilà, c'est comme ça, on a pris la décision, c'est pour votre intérêt. Ça, c'est un message. Quand je le lance comme ça, je risque de ne pas avoir je ne vais pas les motiver, je ne suis pas très convaincant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, le N+1, ça y est, j'ai pris ma décision, on va passer au télétravail. Et c'est comme si je suis passée directement aux arguments rationnels, donc j'ai annoncé une décision, alors que j'ai brûlé deux étapes très importantes, et qui sont les arguments factuels, les arguments émotionnels. Je peux imposer une décision, mais attention, les personnes ne sont pas forcément motivées, ne sont pas forcément impliquées, elles ne sont pas compréhensives. Pour fédérer vos équipes, pour être plus convaincant dans toute communication d'ailleurs, mais là, on se concentre sur la communication en période de crise, mais dans toute communication, c'est la même logique. Les arguments factuels, ça veut dire quoi? Je commence par des supports visuels. Aujourd'hui, l'être humain, il a besoin de vision, il a besoin de voir. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des affiches. Commencez à faire des affiches dans vos entreprises. Il ne suffit pas de dire c'est interdit, mais il faut aussi le visualiser. Mais pas uniquement ça. Donner des rapports, des chiffres, des statistiques. C'est important aujourd'hui de montrer, par exemple, de rappeler les chiffres au quotidien. Le chiffre de personnes contaminées, le chiffre de personnes qui sont décédées, mais aussi les chiffres de personnes qui sont guéries. Mais également, vous pouvez aussi parler de chiffres de la productivité du télétravail. Si ma décision, si je prends l'exemple, j'ai envie que les personnes
passent au télétravail. C'est important de leur montrer certaines études qui montrent les avantages du télétravail. Mais ça, c'est des études. Il faut montrer des études, des statistiques. C'est très important d'annoncer des études, des chiffres. Et même, on ne va pas venir dire moi, je pense que le télétravail, c'est bien. Ça, c'est pas un fait. C'est votre point de vue. Donc, commencez par des chiffres. Vous savez que dans le marché, dans une entreprise concurrente, voilà, dans le secteur automobile, voilà, je donne des exemples que il y a par exemple 50% des employés sont passés au télétravail et des études ont montré que leur productivité elle a augmenté de 2%. Par exemple. Donc, donnez des exemples. Vous pouvez vous baser sur des études faites en Tunisie, des études faites à l'échelle internationale. Vous pouvez rappeler des références d'entreprises concurrentes, faire un peu du benchmarking, voir ce qui se passe autour de vous. Donc, c'est important également de donner des données transparentes. Aujourd'hui, il ne suffit pas de venir dire à un personnel, la situation elle est catastrophique. Hein. Franchement, aujourd'hui, notre entreprise, elle est en pleine crise. Là, on n'est pas forcément très convaincant. C'est important de donner des données, enfin, de présenter des données. Aujourd'hui, vous savez, durant le dernier trimestre, notre chiffre d'affaires il a baissé de 3%. Aujourd'hui, on a perdu 10% de nos clients. Par exemple, aujourd'hui, le taux de vente, il a baissé de temps. Aujourd'hui, on a fermé 3 points de vente. Donc, soyez transparent. Et c'est très important. La transparence, c'est votre principal allié. C'est la principale règle dans une communication. Et bien évidemment, il faut toujours vous référer à des sources fiables. Ce n'est pas du point de vue, c'est pas j'ai entendu parler, c'est pas sur Facebook, s'il vous plaît. Mais c'est des informations fiables, c'est des communiqués de presse, c'est des communiqués du ministère, je ne sais pas, par exemple, c'est important de viser la crédibilité. La crédibilité, c'est un point qui est très important. Pour montrer confiance, enfin, décrire la situation en chiffres, en KPI, en indicateurs, toujours, s'il vous plaît, dans l'entreprise, basez-vous sur des statistiques. On commence par ça. Rappelez les chiffres. Et vous montrez confiant. Quand on parle dans une communication, c'est important que moi, qui parle, je me montre confiant. Pourquoi? Parce que c'est important que les autres me fassent confiance. Si moi, je n'ai pas confiance en moi, j'ai une voix qui tremble, je suis hésitant, je suis dans ben les autres, l'audience, mon public, mes collaborateurs, les membres de mon équipe, mes supérieurs, ils ne vont pas me croire. Ils vont se dire, mais elle n'a même pas confiance en elle, il n'a même pas confiance en lui, ce manager, comment on va le croire? Donc, c'est important de vous montrer fort, de vous montrer confiant, même si à l'intérieur de vous, vous bouillonnez de stress, il ne faut pas le montrer. Une bonne intelligence émotionnelle, une bonne gestion du stress, et c'est important. Et j'ai noté la vérité en majuscule. Dire la vérité, rien que la vérité, c'est important. Attention, il ne faut jamais mentir dans une communication de crise. Parce que tôt ou tard, vous allez voir, il suffit d'un petit mensonge et vous allez être démasqué tôt ou tard, je vous le garantis. Si on est démasqué, ça y est, la crédibilité, la réputation de l'entreprise, on est passé des années à bâtir une confiance. Au début, j'ai parlé de l'image positive de l'entreprise. Donc, vous faites attention, le mensonge, tôt ou tard, il va être démasqué. S'il va être démasqué, votre capital de confiance, excusez-moi, il va tomber à l'eau. Donc, vous faites attention, c'est un choix, mais c'est très important de dire la vérité. Alors, après avoir présenté ces arguments en termes de chiffres, en termes d'arguments factuels, en termes de statistiques, on va passer aux arguments émotionnels. Ça veut dire quoi? C'est important aujourd'hui, forcément, dans toutes vos entreprises, forcément, il y a des personnes qui ont été touchées de près ou de loin par cette crise sanitaire. Alors, c'est important d'exprimer, de vous montrer empathique, de montrer cette empathie. Je suis triste pour le départ de tel collègue, je suis triste, voilà, je suis très navrée pour le décès d'un des parents. Donc, c'est important de montrer ces émotions, qu'on est humain et qu'on est touché par ce qui se passe aujourd'hui. On a tous peur, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître et pas des Superman. Il faut reconnaître qu'on est tous émotionnellement touchés. Il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître
et présenter des arguments aussi pour connaître le stress, pour comprendre le stress de vos collaborateurs. Il faut leur dire, on comprend votre stress. Il faut le dire. C'est important de le dire. Je comprends votre stress. Parce qu'il y a des messages qui disent, oh, mais stressé, mais qu'est-ce qui vous stresse? Ben, on est tous dans la même situation, c'est bon, il faut avancer. Là, on n'est plus dans le petit. Il suffit de dire, je comprends votre stress, je comprends votre inquiétude, je comprends votre peine, je comprends que vous soyez dans un sentiment d'insécurité, mais maintenant, c'est important qu'on avance. Juste dire ça. Le mot magique, dire, je comprends cette émotion. Alors, attention, s'il vous plaît, j'ai souligné, ne pas proliférer la panique, ni sous-estimer le risque. Donc, il ne faut pas aussi renforcer cette panique. Déjà, on est paniqué, il ne faut pas en rajouter. Mais la situation est catastrophique, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais on ne va jamais tenir, mais on va tous mourir. Non, on n'est pas dans ça. Mais non plus, il ne faut pas sous-estimer. Ben, c'est rien, il n'y a même pas de corona, c'est un mensonge, c'est un truc qui a été inventé. Moi, j'y crois pas. Il faut enfin avancer. Ça ne sert à rien, ces mesures sanitaires, et ça ne sert à rien, cette distanciation, et ça va, oui, excusez-moi du terme, donc on n'est pas dans ça, s'il vous plaît. Donc, soyez responsables, ayez un discours qui touche l'émotion, mais sans dans l'exagération. Hein. On ne va pas surestimer, mais on ne va pas sous-estimer non plus. Alors, c'est important quand vous présentez aujourd'hui des informations de toucher l'émotion de l'autre. Donc, il faut leur dire, par exemple, que c'est pour votre sécurité qu'on a pris cette décision. Aujourd'hui, si on a pris la décision du télétravail, par exemple, si on va diminuer l'effectif, il faut expliquer pourquoi. Émotionnellement, on va toucher l'émotion de l'autre. Au final, c'est à ce niveau-là qu'on va parler raison. Maintenant, on va s'adresser à l'homme, à la partie rationnelle qui va nous différencier donc de l'animal. Et là, on va donner des consignes. Voilà ce qui a été décidé. Donc, suite aux faits, suite aux émotions, maintenant, voilà notre décision. C'est uniquement à ce niveau-là qu'on va pouvoir annoncer une décision, donner des consignes. Voilà la décision qui a été prise. Donc, c'est très important de présenter ce message en faire, mais le dire, bien évidemment, avec de l'émotion. Il ne faut pas, s'il vous plaît, il y a des personnes qui sont très émotionnelles, qui présentent un message 100% émotionnel. On n'est pas dans ça, c'est bon. Donc, ne soyez pas trop dans l'émotion, ne soyez pas aussi uniquement dans les faits, mais ne soyez pas uniquement que dans l'annonce des décisions. Avant d'annoncer une décision, c'est important de respecter cet ordre. Alors, pourquoi on va communiquer? Pour plusieurs raisons, c'est important de communiquer. Comme je l'ai souligné en début de la présentation, ne pas communiquer, c'est ne pas présenter une information, ne pas informer. Là, c'est une communication. Garder le silence ne rien dire. Vous êtes en train de communiquer à votre insu. Alors, autant parler, autant partager des informations, parce qu'une bonne communication, elle va permettre d'anticiper et d'atténuer une crise. La crise sanitaire, elle est là. Je n'ai pas envie de la dupliquer vers une crise sociale, économique, en interne. C'est important aujourd'hui de communiquer pour apaiser. Je le dis, on ne va pas faire disparaître la crise sanitaire parce qu'elle n'est pas en notre pouvoir. On n'a pas un pouvoir social. Mais on va atténuer la crise interne. On va atténuer la crise sociale. C'est important de communiquer pour rassurer. Rappelez-vous, aujourd'hui, on est en train de gérer l'humain, le capital humain. Son premier besoin, c'est la sécurité. Donc, c'est important de rassurer. Juste rassurer. Voilà les décisions qui ont été prises. On est là, on est avec vous, on partage votre inquiétude. Donc, c'est important de le faire au quotidien. Et informer, de tenir informé. Parce qu'aujourd'hui, dans votre entreprise, si vous ne partagez pas les informations, que vont faire le personnel? Ils vont chercher l'information. Ils vont la chercher d'autres sources. Et des sources parfois pas fiables, des sources pas crédibles. Ils vont la chercher les bruits du couloir. Et c'est des rumeurs. Ils vont croire les rumeurs. Donc, autant c'est important que l'information, elle émane de vous pour, bien évidemment, les rassurer. On a toujours parlé dans l'entreprise de ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Eh bien, c'est l'occasion jamais pour montrer qu'on est une famille, qu'on a besoin d'appartenance. Et pour stopper aussi les rumeurs, c'est important aujourd'hui de stopper les rumeurs parce que les rumeurs, c'est des intox.
C'est en aucun cas, s'il vous plaît, positif. Ça peut nuire à votre réputation en tant que manager, à la réputation des collaborateurs, à la réputation de toute l'entreprise. Maintenant, qui va communiquer? Qui est responsable dans une entreprise pour communiquer? Quand on parle d'une communication de crise, c'est important de préparer une cellule de crise. Une entreprise qui accorde de l'importance à la communication, c'est une entreprise qui a déjà anticipé la crise. Parce que là, il faut comprendre que la communication de crise ne s'improvise pas, elle se prépare. Il faut une préparation à la communication de crise. Et donc, toute entreprise, elle a déjà une cellule de crise qui va être activée en cas de crise. Ça, c'est très important. Alors, la cellule de crise, déjà, il y a le responsable de toute cette cellule, c'est le modérateur, c'est l'animateur. Donc là, je vais parler de communiquer dans une entreprise en période de crise. Hein. Donc, il y a le premier responsable de cette cellule de crise, ce n'est pas forcément le N+1 de l'entreprise, hein, mais c'est le responsable de cette cellule qui est responsable de modérer, d'animer donc la cellule. Il y a le porte-parole. Ça, c'est très important d'avoir un porte-parole. C'est la personne qui va s'adresser, qui va communiquer aussi bien en interne qu'en externe. Parce que ça dépend de la taille de votre entreprise, de ses enjeux. On est assez souvent, l'entreprise, elle est amenée à communiquer aussi dans les médias, dans les journaux, à faire des interviews, de donner des communiqués de presse. Qui va prendre la parole? Qui va représenter l'entreprise? Ça ne s'improvise pas non plus. Il faut un porte-parole d'entreprise parce que cette personne, elle va être formée à la communication de crise. Elle doit être formée au media training. Elle doit être formée au contenu du message. Ça, c'est un point qui est très important. Et c'est une personne, s'il vous plaît, qui doit être confiante et surtout crédible, qui a un bon capital de connaissance, de confiance. On lui fait confiance. Porte-parole, on peut faire appel à un expert de l'entreprise. Si on va parler d'une crise économique au sein de l'entreprise, c'est important de faire appel à un économiste, quelqu'un donc qui peut maîtriser ce qu'il dit, tout comme ça peut être notre directeur, hein, le dirigeant, le +1, le principal responsable dans l'entreprise. Ça, c'est le choix de l'entreprise. Mais aussi, attention, si on a une crise avec le dirigeant, avec le N+1, ça ne sert à rien qu'il reste, lui, le porte-parole. Parce qu'il y a peu de confiance, parce qu'il y a une crise avec cette personne. Donc, autant changer de personne et trouver une personne qui a un bon capital de confiance, une personne qui est proche donc, du personnel et des collaborateurs. Alors, dans cette cellule de crise, il y a ce qu'on appelle aussi les responsables de communication. Ce sont des relais d'information entre les différentes hiérarchies dans l'entreprise, entre le N-1 et le N+1. Et enfin, c'est important dans notre cellule de crise de faire appel à des experts qui vont analyser les données. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des faits, des arguments factuels, des chiffres, des statistiques. Donc, il faut des personnes qui préparent et qui analysent toutes ces données-là. Alors, à qui s'adresse la communication de crise? Moi, j'ai noté la communication interne. Elle est primordiale. La priorité, c'est pour l'interne, s'il vous plaît, avant l'externe. Communiquez avec vos collaborateurs avant de vous adresser aux médias, aux partenaires, aux réseaux sociaux et à vos clients. C'est une priorité, on va dire, oui, je suis d'accord avec vous, mais la communication interne, elle est la première priorité. Commencez par en interne et vous allez voir que vos collaborateurs, ce sont des ambassadeurs. Et ils vont être vos porte-parole. Ils vont défendre l'entreprise. Donc, faites attention, il faut rassurer en interne. Ça va avoir forcément un impact sur l'externe. Donc, ça, donc, une fois qu'on a communiqué en interne, après, on peut communiquer avec nos clients, avec nos associés, les assurés, avec les médias, les partenaires, les associations, et ainsi de suite. Quand on doit communiquer, alors il y a 3 phases dans la communication de crise. Il y a l'avant, il faut toujours être en veille. Aujourd'hui, les bruits du couloir, s'il vous plaît, quand vous êtes dans l'entreprise, faites attention au bruit du couloir. Vos community managers doivent faire attention à tout ce qui se dit sur vous, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est important de communiquer avant d'être toujours en veille, d'avoir les oreilles bien ouvertes. Pendant la crise, donc, il faut communiquer en permanence, c'est l'écoute, c'est informer, c'est sensibiliser. Mais, Inch'Allah, je dis bien Inch'Allah, la crise sera bientôt finie. Je vous invite à préparer une communication post-mortem, après la crise.
Ça, pas toutes les entreprises pensent à ça, mais c'est important. Communiquer pour tirer des leçons. Aïe, voilà, ça fait une année qu'on est en pleine crise. La crise, elle est passée. Et c'est vraiment, maintenant, qu'est-ce qu'on a retiré? Quels sont les enseignements? Ça se prépare. Il est encore temps, mais préparez votre communication post-mortem. Comment on va communiquer? Par plusieurs moyens. Hein. Donc, il y a des réunions, il y a les cellules d'écoute. Aujourd'hui, je vous invite à faire appel à mettre en place, ça peut être là des coachs, des psychologues, des personnes expertes externes que vous installez dans l'entreprise, même une fois par semaine, par exemple, pour être à l'écoute de vos collaborateurs qui ont du mal à gérer leur stress, qui sont toujours dans la panique, qui sont angoissés, qui ont perdu des personnes chères, et qui sont passés par l'expérience de la maladie. Alors, il faut lancer des messages, toujours les répéter, les affiches, le support visuel, les courriels électroniques, et c'est important d'outiller vos collaborateurs. Aujourd'hui, on ne va pas inviter les personnes à passer au télétravail, alors qu'ils ne sont pas formés pour ça, alors qu'ils n'ont pas les outils. Donc, c'est important de les accompagner dans ce changement. Les erreurs fatales, ce qu'il ne faut pas faire, s'il vous plaît, dans une communication de crise, comme je l'ai souligné, le silence. Le déni, non, il n'y a pas de crise, il n'y a rien, on est protégé, tout va bien, comme a fait Trump au début. Le mensonge, donc mentir. On a des difficultés, on ne le ment pas. On a des crises en interne et on ne le dit pas. Donc, c'est très important de dire la vérité. Le mépris, donc, on est dans la haine de l'autre, dans la haine de ce qui se passe autour de nous. L'arrogance, des messages arrogants, des messages qui manquent d'empathie, donc ça se relie. Et réagir tardivement. Je finis par ces deux exemples. Moi, j'ai parlé d'erreurs fatales. Alors, dans le monde, il y a des mastodontes qui ont fait aussi des erreurs fatales, parmi lesquelles je cite l'exemple de France Télécom. Donc, en 2009, il y a eu une vague de suicides d'employés de France Télécom. Alors, le PDG, dans sa communication de crise, il a dit qu'il faut marquer un point avec donc cette mode de suicide. Hein. Et là, suite à ce message-là, il a été bien évidemment éjecté de France Télécom parce qu'il n'était pas dans l'empathie, parce que pour lui, le suicide, c'était qu'une mode, il a manqué d'empathie et donc sa communication n'a pas été efficace. Parce que là, c'est un message d'arrogance, de mépris et de manque d'empathie. Je vous parle d'un deuxième exemple de Starbucks rapidement. La situation, c'est qu'en 2014, si je ne me trompe pas, dans un magasin à Philadelphia, Starbucks, donc c'est le grand magasin de café aux États-Unis, c'est une marque américaine. Alors, il y a deux clients noirs qui sont restés 1 heure dans le magasin sans passer une commande. Alors, le personnel, donc les serveurs de Starbucks, ils ont appelé les forces de l'ordre. Et ils sont venus donc pour interpeller ces deux personnes, ils les ont accusés parce qu'ils sont restés 1 heure sans commander, alors que ces deux clients, ils ont avoué qu'ils étaient en train d'attendre leur 3e année. Et c'était la grande polémique aux États-Unis que Starbucks était raciste et que cet incident n'aurait pas eu lieu si les deux clients étaient blancs. Après 48 heures, Starbucks a riposté, elle a envoyé un message sur Twitter, un message d'excuse, juste pour dire on s'excuse sur ces deux clients. Et ça aussi, donc Starbucks elle a réagi rapidement. Et son message, c'était un simple message, voilà, que j'ai partagé avec vous, un simple message d'excuse, alors que l'incident, il a pris une grande ampleur. Il y a eu 500 000 partage du tweet. C'était une vidéo, en fait, qu'une des clientes a partagée. Et c'est devenu, en 48 heures, une affaire internationale. Et Starbucks, elle s'est contentée d'envoyer ce message. Et donc, c'est un exemple aussi d'une mauvaise communication qui a coûté très cher à Starbucks, mais qui s'est rattrapée après. Hein. Elle a fait toute une campagne anti-racisme. Et je finis par l'exemple de Toyota qui a vendu une voiture, c'est l'exemple de voiture, hein, Lexus, en
2009 et cette voiture, il y a eu un problème de fabrication qui a induit des accidents mortels aux États-Unis. Et au début, donc, Toyota n'a pas voulu reconnaître cette tort. Elle a dit qu'elle n'était pas sa responsabilité, mais il a fallu 2 ou 3 ans pour qu'elle reconnaisse au final que c'était le problème venait d'elle et que c'était un problème de fabrication. Et j'apprécie bien ce message, bien qu'elle s'est rattrapée par Toyota, mais elle a su par la suite donc communiquer positivement. Elle a dit une bonne entreprise répare ses erreurs, une grande entreprise en tire les leçons. Voilà, je m'arrête là, donc je m'ouvre je suis ouverte à vos questions. Donc, Madame Sané, malheureusement, il n'y a pas de questions, mais merci pour votre contribution. Je vous remercie infiniment pour votre intervention aujourd'hui. Et si vous avez quelque chose à dire ou bien une question, vous êtes les bienvenus. D'accord. Bon, d'accord, moi je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis ou qui vont aussi prendre le temps de voir donc, cette vidéo. J'invite tous les managers, les responsables, les décideurs à accorder une importance à la communication, de la préparer parce que ça se prépare. Et je pense qu'on a tiré une grande leçon de ce que nous sommes en train de vivre depuis une année, de l'importance de la communication. Je vous remercie pour votre attention, pour l'intérêt que vous avez apporté à cet atelier. Je remercie et je souhaite une chance pour tous les